Le 12 février 1945, à précisément 4h47 de l'après-midi, dans les collines boisées près d'Épernay, en France, un soldat d'infanterie américain de 22 ans, nommé Jack Bigham, gisait à plat contre la terre froide. C'était un tireur d'élite du 2e bataillon du 3e régiment d'infanterie, faisant partie de la 4e division d'infanterie de l'armée des États-Unis. L'air de la fin de l'hiver était épais de l'odeur de cordite et de pain humide. Entre ses mains reposait un fusil Springfield M 1903, l'arme de tireur d'élite américaine standard de la guerre, mais avec une caractéristique très inhabituelle. La lunette montée dessus n'était pas de qualité militaire. C'était quelque chose qu'il avait construit lui-même. Ses camarades avaient ri en la voyant. Une lunette façonnée à partir d'un microscope médical cassé. Une bague en acier provenant d'une fusée d'artillerie allemande démontée pour la maintenir en place. Des cadrans marqués à la main avec des encoches au crayon. Cela semblait absurde, amateur. Ils l'appelaient un jouet. Ils appelaient Jack délirant. Certains disaient même qu'il se ferait tuer en essayant de jouer l'ingénieur sur le champ de bataille. Mais maintenant, seulement 27 secondes plus tard, ces mêmes hommes regardaient alors qu'un char allemand Panzer IV, positionné à plus de 1200 mètres de distance, c'est-à-dire approximativement 1100 mètres, s'enflammait soudainement. L'explosion résonna dans la vallée. Ce n'était pas de l'artillerie, ce n'était pas une frappe aérienne. C'était un homme, une balle et une lunette faite maison. Il ne riait plus. C'est l'histoire véridique et incroyable de Jack Red Bigham, le soldat américain qu'il se moquait d'avoir inventé sa propre optique de tireur d'élite jusqu'au moment où il l'a utilisée pour changer le cours d'une bataille. C'est une histoire sur le doute, l'innovation et le tir impossible qui a fait l'histoire. Des plans dans la terre. À l'hiver 1944, alors que la dernière grande offensive allemande connue sous le nom de bataille des Ardennes faisait rage à travers les Ardennes, les hommes de la 4e division d'infanterie de l'armée des États-Unis avaient froid, étaient épuisés et avançaient lentement vers l'est. Au début février 1945, le front s'était déplacé dans la région Champagne-Ardenne du nord-est de la France. Là, dans les collines ondulantes et les forêts denses près d'Épernay, le 2e bataillon du 3e régiment d'infanterie, connu simplement sous le nom de 23, avait reçu la tâche redoutable de sonder et d'affaiblir les défenses allemandes retranchées juste au-delà de la crête de Bois de Lin. Parmi eux se trouvait un jeune soldat d'infanterie tranquille nommé Jack Bigham. Il venait de Marshall, au Kansas, une ville agricole de moins de 10 000 habitants. Avant la guerre, Jack n'avait jamais tenu un fusil au combat. C'était un mécanicien de métier, un bricoleur de tempérament. À 19 ans, il avait fait un apprentissage auprès de son oncle dans un atelier de réparation de montres. Il pouvait reconstruire un chronomètre les yeux fermés et les mains stables, ajustant les micro-engrenages avec une telle précision que les clients plus âgés plaisantaient « il doit avoir les nerfs en acier ». Quand Jack a été appelé au printemps 1943, ces mêmes compétences l'ont fait remarquer à Fort Benning. Pendant l'entraînement au tir, il a impressionné ses instructeurs non seulement par son tir, mais par sa méthode. Il ajustait la dérive et l'élévation sans qu'on lui dise comment. Il mesurait les distances dans sa tête en utilisant les arbres, les clôtures, même les ombres. Mais sans un programme de tireur d'élite formel en place et avec peu de lunettes disponibles, Jack a été assigné comme simple fusilier. Au moment où la bataille des Ardennes s'est terminée en janvier 1945, l'armée avait commencé à réaliser qu'elle manquait de tireurs d'élite entraînés. Beaucoup de ces lunettes, comme le modèle Weaver 330C, s'étaient cassées, embuées ou avaient simplement disparu. Le réapprovisionnement était difficile. Dans le 23, il n'y avait que 3 fusils à lunettes pour tout le bataillon. Jack a vu ce problème comme une opportunité. Au début février, stationné près d'Épernay, Jack a demandé tranquillement de visiter l'hôpital de campagne du bataillon. Là, il a récupéré un microscope cassé, un modèle Bosch et Lomb fabriqué en Amérique, fissuré pendant le transport. Il a pris le tube de la lentille et l'a transformé en site optique. Pour les supports de montage, il a récupéré une bague en acier provenant d'une douille de projectile allemand de 88 mm détruite. Pendant 2 nuits, il a soudé, limé et équilibré le dispositif sur le canon de son Springfield M 1903 A4 standard. Quand il l'a montré à son escouade, ils ont éclaté de rire. « Cette chose semble appartenir à une foire scientifique », a dit l'un. « Hé, Bigham, tu vas diagnostiquer un microbe ou tirer sur un Bosch ?» a plaisanté un autre. Même le sergent de peloton l'a rejeté d'un haussement d'épaule. « Ce n'est pas réglementaire, ne viens pas pleurer quand il se brisera à ton premier tir. » Mais Jack n'a pas bronché. Il croyait en l'outil parce qu'il l'avait construit lui-même. Il l'avait testé en portée dans les bois, juste à l'ouest de leur campement, suivant les lignes d'arbres et mesurant la cohérence. La lunette n'était pas parfaite, l'image avait une teinte bleuâtre. La lentille s'égratignait facilement.
et le zéro dérivait avec les changements de température. Mais cela fonctionnait. Cela grossissait. Cela s'alignait. Et surtout, c'était la seule lunette disponible pour lui. Il n'essayait pas d'être un héros. Il essayait d'être utile. Dans la hiérarchie de l'armée américaine en 1945, l'innovation était généralement quelque chose qui venait de haut en bas. Jack Bigham était sur le point de prouver le contraire. Que parfois à la guerre, les avancées les plus critiques naissent non pas dans les laboratoires ou les usines, mais dans la boue sous le feu et entre les mains d'un jeune homme tranquille qui refuse de se contenter de l'équipement standard. 1200 mètres de doute. Jack Bigham n'a jamais demandé la permission de construire sa lunette. Il savait mieux. Dans l'armée, l'improvisation n'était pas encouragée à moins qu'elle ne vienne des hauts gradés. Mais ce qu'il a demandé tranquillement, respectueusement, c'était du temps. Du temps la nuit. Du temps seul. Du temps pour faire quelque chose de mieux que ce qui lui avait été fourni. Ce qui était rien. Pendant ses premières nuits de février 1945, Jack a travaillé sous une toile juste au-delà de la lisière des arbres à l'ouest d'Épernay. Il a enveloppé son équipement dans de la toile de jute et du tissu huilé pour étouffer le bruit des outils en métal. Sa lampe de poche était enveloppée dans du cellophane rouge volé dans un kit de signalisation d'un infirmier. Il tenait des notes dans un petit registre, calculant les distances, la dérive du vent croisé et les ajustements pour les changements de température. Il était méthodique, obsessionnel, concentré. Il a démonté le tube du microscope en 3 composants principaux: la lentille objective, la bague de mise au point et l'oculaire. Puis il a monté le système sur le récepteur du fusil Springfield en utilisant 2 bagues façonnées à la main serrées avec des boulons récupérés. La réticule verticale, essentiellement un réticule, a été peinte à la main en utilisant un seul brin de fil retiré d'un câble de téléphone de campagne tendu à travers une bague de ciment dentaire. Ce n'était pas joli, mais c'était précis. Chaque soir après le coucher du soleil, Jack se rendait à une clairière connue sous le nom de Colline Rouge, nommée non pas pour le sang, mais pour le sol riche en fer. Là, il s'entraînait. Il mettait en place des casques rouillés sur des poteaux de clôture à différentes distances. D'abord 200 mètres, puis 400, puis 600. Chaque nuit, il reculait un peu plus loin. Il prenait des notes, mesurait l'angle de chute, suivait comment la lentille faite maison tenait dans le froid. La lunette s'embuait légèrement dans l'air glacial, mais il a trouvé une solution. Appliquer un mince film de savon sur le verre intérieur et le polir. Cela fonctionnait assez bien. Jack ne parlait pas beaucoup aux autres pendant ses exercices. Il savait où il allait. Certains le regardaient de loin, amusés, d'autres l'ignoraient. Son sergent de peloton l'a averti une fois sévèrement. « Tu gaspilles des munitions que nous n'avons pas. » Jack a répondu une seule fois. « Monsieur, je les ramènerai propres. » Au 10 février, les rapports de renseignement de la division avaient confirmé une augmentation des mouvements de blindés allemands près du bois de lin, en particulier des modèles identifiés comme Panzer IV. Ces chars, souvent abrégés en Panzer IV, avaient été l'épine dorsale des divisions blindées allemandes pendant la majeure partie de la guerre. La version la plus couramment vue dans ce secteur était la variante Ausführung H, équipée de canons de 75 mm à haute vélocité et d'une armure frontale aussi épaisse que 80 mm. Pour un fantassin, se faire prendre en rase campagne par un Panzer était une condamnation à mort. La solution habituelle, le soutien aérien, l'artillerie anti-char ou les bazookas tirés de près. Un fusil, même un fusil de tireur d'élite, n'avait rien à faire contre un. Mais Jack ne prévoyait pas de percer l'armure. Il avait étudié les diagrammes du Panzer IV, il connaissait la disposition, il savait que le pont moteur à l'arrière abritait les bouchons d'admission de carburant, souvent laissés exposés lors du ravitaillement en carburant à la hâte. Il avait vu plus d'une fois des bidons de carburant de secours attachés à l'arrière des colonnes blindées allemandes, procédure opérationnelle standard, facile d'accès, mais aussi vulnérable. S'il pouvait viser cela, pas la coque, pas la tourelle, mais une cible molle, non protégée, il pourrait ne pas détruire le char complètement, mais il pouvait l'enflammer, le forcer à s'arrêter, forcer l'équipage à sortir, créer du chaos. Ce serait suffisant. Son plan n'était pas fou, c'était calculé, mais personne n'y croyait. Pas encore. Avec l'ennemi qui avançait, au 11 février 1945, le 2e bataillon du 3e régiment d'infanterie avait avancé aux abords du bois de lin, une parcelle de forêt surplombant une vallée peu profonde près de la rivière Meuse.
La 4e division d'infanterie avait l'ordre de percer les lignes allemandes, d'affaiblir les dernières poches de résistance et de sécuriser les hauteurs pour la prochaine offensive de printemps en Allemagne. Mais quelque chose n'allait pas. Les éclaireurs ont signalé une augmentation du trafic de blindés le long d'une route de terre qui serpentait à travers la lisière des arbres. Elle était étroite, boueuse et largement invisible de l'air, parfaite pour déplacer des chars sans attirer l'attention. Le renseignement l'a confirmé. Au moins 3 chars Panzer IV étaient retranchés le long du bord ouest de la forêt, en rotation tous les 6 heures. Les Allemands se préparaient à tenir bon. Ce matin-là, lors d'un briefing de commandement, le lieutenant-colonel Harris s'est tourné vers ses chefs de peloton et a fait une demande inhabituelle. Il voulait un tireur d'élite en position avant l'aube le lendemain matin. Quelqu'un de tranquille, stable et familier avec le terrain. La mission était simple mais dangereuse. Observer et, si possible, perturber les mouvements de véhicules allemands sans engager l'infanterie. Créer de la confusion, éliminer les officiers, forcer un délai. Un nom a été mentionné, Big Gam. Jack a été convoqué à la tente de commandement où Harris l'a examiné comme un homme inspectant un équipement auquel il ne faisait pas tout à fait confiance. « J'ai entendu dire que tu jouais aux scientifiques avec un fusil », a dit Harris. « Oui, monsieur. Tu penses que cette chose à toi peut frapper quelque chose à plus de 400 mètres ? Je sais qu'elle peut, monsieur. » Harris n'a pas hoché la tête, il n'a pas souri. Il a juste remis à Jack une carte et a encerclé un endroit étiqueté grille 17 Alpha. Un fourré surélevé de sapins à environ 1200 mètres des positions supposées des chars allemands. C'était une ligne de vue claire, mais un long tir, plus long que la réglementation, plus long que la doctrine ne le recommandait. Tu iras avant l'aube. Pas de renfort, pas de bruit, pas de deuxième chance. Oui, monsieur. Cette nuit-là, Jack a emballé léger. Son fusil Springfield avec la lunette faite maison, 40 cartouches de munitions de qualité match, toutes sélectionnées à la main pour la cohérence. Une paire de pinces coupantes, 2 gourdes, une barre de chocolat. Pas d'arme de poing. Il ne s'attendait pas à devoir se battre pour sortir. Alors que le soleil se couchait, il s'est mis en route seul, se frayant un chemin à travers le champ couvert de givre vers la grille 17 Alpha. Il a atteint la crête peu après minuit et s'est creusé un petit abri sous un pin tombé. Au-dessus de lui, la lune filtrait à travers un mince couvert nuageux, projetant de longues ombres argentées sur les cimes des arbres. La nuit était d'un silence mortel. Pas d'insectes, pas de vent, juste le bruit lointain de l'artillerie et l'aboiement occasionnel d'une mitrailleuse allemande loin à l'est. Jack a ajusté sa lunette. Il a marqué des encoches sur une branche au-dessus de sa position pour suivre le changement du vent. Il a mesuré la distance en utilisant des poteaux de clôture et la largeur du plancher de la vallée. Il a revérifié la tension sur les bagues de montage. Tout était serré, aligné. Il s'est couché, immobile, pendant près de 6 heures. Juste avant l'aube, une colonne de fumée est apparue à l'horizon. Le Panzer se déplaçait, lentement, intentionnellement. Il a émergé des arbres et s'est arrêté juste au-delà de la ligne de crête. La vapeur s'échappait de ses tuyaux d'échappement. Un membre de l'équipage, tête nue, probablement le chargeur, est sorti et a commencé à ravitailler en carburant à partir d'un bidon de carburant externe attaché à la coque arrière. C'était exactement ce que Jack attendait. Une erreur, un bidon exposé, une chance. Il a expiré lentement. 1200 mètres. Une cible pas plus grande qu'une boîte à lunch. Moins de 3 secondes de visibilité. Il a stabilisé le réticule. Son doigt s'est déplacé vers la gâchette. Le monde est devenu silencieux. La gâchette qui a tout changé. 1200 mètres, c'est-à-dire 1100 mètres, presque 3/4 de mille à travers une vallée française boueuse enveloppée dans le brouillard du matin. Pas d'observateur, pas de soutien, pas de garantie. Juste un homme, un fusil et une lunette improvisée. Jack Big Gam a stabilisé sa respiration. Son corps était immobile, mais son esprit s'accélérait. Il pouvait voir le char maintenant. Clairement encadré dans la lumière froide du matin, un char allemand Panzer IV Ausführung H, lourd de boue et de givre. Son canon de 75 mm était légèrement orienté vers le bas, alors qu'il tournait au ralenti. Derrière lui, 2 membres de l'équipage ravitaillaient en carburant à partir d'un bidon attaché à la coque arrière. Ils se déplaçaient rapidement, supposant qu'ils étaient en sécurité. La ligne de front américaine était à plus d'1 kilomètre. Personne n'oserait tirer d'aussi loin. Les yeux de Jack se sont rétrécis. Il ne visait pas la tourelle ou la coque du char, ce serait du suicide. L'armure du Panzer, 80 mm d'épaisseur à l'avant, était plus que suffisante pour repousser une balle de fusil.
Même d'un puissant Springfield de 30 calibres, la balle s'aplatissait comme une pièce de monnaie. Mais Jack n'essayait pas de percer l'acier. Il visait quelque chose de mou, quelque chose d'inflammable. Il avait étudié cela. Les procédures de ravitaillement en carburant allemande étaient souvent précipitées, surtout sous la pression. Si l'équipage laissait le bouchon desserré ou renversait même quelques onces de carburant près de l'admission, cela pouvait prendre feu. Et si le feu atteignait les munitions entreposées près du compartiment moteur, eh bien, même une balle de fusil pouvait déclencher quelque chose de bien pire. Il alignait le réticule, un fil peint à la main tendu à travers la vue comme une croix de lumière. Le vent s'était calmé, juste une légère brise de l'ouest, peut-être 3 km à l'heure. Il a ajusté la dérive, un quart de pouce à gauche à la bouche signifierait plusieurs pieds hors de la cible à cette distance. Il a inspiré une fois, l'a retenu et a appuyé sur la gâchette. Le recul a donné un coup doux à son épaule. Le rapport du tir a craqué à travers la vallée et pendant un moment, juste un moment, rien ne s'est passé. Puis cela l'a fait. Une étincelle, un sifflement, une floraison de flammes oranges. Le bidon de carburant a explosé en premier, aspergeant l'équipage de carburant en feu. L'un d'eux a crié. Le second a essayé de courir. Les flammes ont léché l'arrière du char, s'accrochant à la grille du moteur, puis rampant vers l'intérieur. Et puis, avec un bruit comme du tonnerre enfermé dans un tambour en métal, les munitions à l'intérieur du Panzer ont cuisiné. Le char a explosé par l'arrière, une boule de feu se projetant vers le ciel dépeint. Bigham n'a jamais bougé. Son doigt s'est retiré de la gâchette. Il a regardé alors que la fumée s'élevait dans la lumière du matin, alors que le chaos éclatait parmi les troupes allemandes à proximité, qui se précipitaient pour comprendre ce qui venait de se passer. Certains ont pointé du doigt, d'autres se sont jetés à couvert. Personne ne pouvait localiser la source du coup de feu. C'était trop loin, trop précis. Du côté américain, les soldats de la 23 ont regardé dans un silence stupéfait. Ils avaient entendu le coup de feu unique. Puis ils ont vu le feu, et ensuite l'explosion. Au début, personne n'a rien dit. Puis un caporal a marmonné « Pas possible, ce n'était pas Brigham, n'est-ce pas ?» Un autre a répondu « C'est le sol qui est là-bas. » Quand Jack s'est rampé jusqu'à la lisière des arbres plusieurs heures plus tard, ses mains étaient à vif du froid. Son visage était parsemé de saleté. Il avait l'air épuisé. Et quand il est revenu au poste opérationnel avancé, personne n'a ri, personne n'a raillé. Ils ont regardé le fusil, puis la lunette, puis lui. Pas de médaille, pas de cérémonie, juste une admiration silencieuse. Jack Brigham venait de faire le coup impossible avec un fusil en lequel personne ne faisait confiance et une lunette en laquelle personne ne croyait. Il n'a pas dit un mot, il n'avait pas besoin de le faire. Quand les moqueries ont cessé, quand Jack Brigham est revenu à la base cet après-midi-là, la guerre autour de lui n'avait pas changé. Mais quelque chose d'autre avait changé. La façon dont les gens le regardaient, le ton de leur voix, le silence qui avait remplacé le sarcasme habituel. L'homme qu'on appelait autrefois le garçon à lunettes, ou Jack Optique, marchait maintenant parmi eux avec une gravité silencieuse. Non pas parce qu'il avait demandé du respect, mais parce qu'il l'avait gagné. L'histoire s'est propagée rapidement. En quelques heures, le lieutenant-colonel Harris a reçu un message du quartier général du bataillon. Les interceptions radio allemandes avaient noté une attaque de tireurs d'élite américains suspects sur une unité blindée. Le Panzer qui avait pris feu, numéro de série inconnu, faisait partie d'une force de contre-attaque mobile destinée à arrêter la poussée vers l'est de la 4e infanterie. Il n'en a jamais eu l'occasion. Le coup de Jack avait paralysé ce mouvement, et ce faisant, il avait créé une onde de choc. Les équipages de chars allemands ont commencé à modifier les procédures. Les bidons de carburant étaient maintenant stockés plus loin de la plage arrière. Le ravitaillement en carburant a été retardé jusqu'à ce que les véhicules soient à couvert. Les écoutilles étaient maintenues fermées, sauf si absolument nécessaire. Ce genre d'ajustement ne venait pas d'une rumeur. Cela venait de la peur. L'état-major de la 23 a appelé Jack pour un débriefing le lendemain matin. Les officiers voulaient tout savoir. Son processus, ses calculs, sa lunette. Il l'a apporté. L'optique faite à la main était maintenant légèrement noircie par les résidus et le givre. Il a expliqué comment il avait utilisé un microscope Bosch cassé et un microscope LOM, comment il l'avait étalonné en utilisant des marques de correspondance et des essais-erreurs,
et comment il avait peint son réticule à partir d'un seul fil prélevé sur un câble de communication. Ils ont pris des notes, de vraies notes. Pour la première fois, les gens ont écouté. Le lieutenant-colonel Harris s'est penché en avant et a demandé sans détour. « Pourriez-vous enseigner cela ?» Jack n'a pas hésité. « Oui, monsieur. » La semaine suivante, il a été temporairement réaffecté à la formation au niveau de la division. Pas de façon permanente, juste assez pour partager ses méthodes avec quelques tireurs d'élite triés sur le volet de la 4e infanterie. Ses leçons étaient simples, mais puissantes. Improvisez avec précision. Mesurez tout. Faites confiance à vos instincts, mais vérifiez-les avec des données. L'un des sergents, qui avait autrefois raillé Jack, a demandé à emprunter la lunette juste pour regarder à travers. Jack l'a laissé faire. L'homme l'a levé vers la lumière, a froncé les sourcils, puis l'a rendu. « Cette chose est moche », a-t-il marmonné. Mais bon sang, ça marche. De retour au camp, la nouvelle s'est propagée au-delà de leur unité. Un autre bataillon a envoyé un courrier demandant si Jack pouvait démontrer sa technique. Un major de l'état-major de la division s'est présenté sans prévenir, demandant un résumé écrit. Il semblait que personne ne pouvait surmonter le fait qu'une lunette faite à la main dans les bois, avec des pièces de rebut et de la soudure, avait fait ce qu'aucun fusil de tireur d'élite réglementaire n'avait jamais fait dans ce secteur. Elle avait arrêté un char, non pas l'a détruit par la force brute, mais l'a surpassé en réflexion. Jack n'a pas triomphé. Il n'était pas fait pour cela. Il s'est tenu à l'écart comme toujours. Il passait ses soirées à revérifier la lunette, à nettoyer le verrou, et à passer ses doigts le long du canon d'acier froid comme un mécanicien inspectant le moteur d'une voiture. Il le savait mieux que quiconque. Il ne chassait pas la gloire. Il chassait la fiabilité. Le fusil, la lunette et le coup étaient devenus une histoire. Son histoire. Et bien qu'il n'ait jamais demandé de reconnaissance, l'armée observait maintenant de près. Parce que dans une guerre de machines et de production de masse, Jack Brigham avait prouvé quelque chose d'ancien. Que parfois l'arme la plus puissante n'est pas ce qu'on vous remet, mais ce que vous construisez de vos propres mains. La guerre se termine, mais l'héritage commence. La guerre durerait encore 3 mois. En mai 1945, l'Allemagne nazie s'est rendue. Les armes se sont tues à travers l'Europe. Les villes gisaient en ruines. Les champs dans des endroits comme la Champagne, la Normandie et les Ardennes étaient jonchés d'acier rouillé et de souvenirs imbibés de boue. Pour la plupart des soldats, y compris Jack Brigham, il n'y avait pas de grande cérémonie, pas d'adieu dramatique, juste des ordres. Des ordres de faire ses bagages, de rentrer à la maison et d'oublier ou d'essayer d'oublier ce qu'ils avaient vu. Jack est retourné au Kansas à l'été de cette année-là. La ville de Marshall l'a accueilli tranquillement. Ses parents avaient gardé son atelier exactement comme il l'avait laissé. Les mêmes outils, les mêmes montres cassées, un carnet toujours ouvert sur la table, marqué au crayon. 3 secondes de dérive à 500 mètres. Il n'a jamais beaucoup parlé de ce qui s'était passé à l'étranger. Quand les voisins demandaient, il souriait poliment et disait « J'ai fait ma part ». C'était suffisant. Mais le fusil est rentré à la maison avec lui. Le Springfield M 1934, ainsi que la lunette faite à la main, toujours rayée, toujours réparée avec du fil et de la colle. Il s'est assis dans un placard fermé à clé pendant des années, intouché. Dans les années 1950, Jack a été invité à prendre la parole lors d'une réunion locale de vétérans. Il a apporté la lunette et le fusil, non pas pour se vanter, mais pour montrer ce qu'un homme pouvait faire avec la bonne motivation et le bon état d'esprit. Le public a écouté tranquillement alors qu'il racontait l'histoire, non seulement du coup, mais des railleries, de l'échec, de la persévérance. Il a terminé par une phrase qui serait plus tard gravée sur une plaque de laiton à côté de son exposition au musée régional de la guerre. Ce n'était jamais à propos de la lunette. C'était à propos de croire que je pouvais faire quelque chose de mieux, même quand personne d'autre ne le croyait avec moi. L'armée n'a jamais officiellement adopté la conception de Jack, mais son histoire s'est frayé un chemin dans le folklore officieux de la précision de l'infanterie. Pendant la guerre de Corée, et même au Vietnam, les instructeurs racontaient occasionnellement aux nouvelles recrues l'histoire du garçon du Kansas qui avait construit sa propre lunette et avait détruit un char. Les détails étaient souvent exagérés, comme le sont les histoires de guerre, mais la vérité fondamentale restait. La volonté d'un soldat de penser différemment avait fait une différence mesurable. À la fin des années 1970, un historien militaire recherchant des armes improvisées de la Seconde Guerre mondiale a retrouvé Jack.
Ils ont parlé pendant des heures. Jack lui a montré la lunette, maintenant rangée dans un étui rembourré doublé de flanelle. L'historien a pris des notes minutieuses et a publié plus tard un chapitre dans un livre peu connu intitulé « Outils du dernier recours, ingéniosité au combat ». Cette même année, Jack a fait don de la lunette et du fusil au Centre d'histoire militaire du Kansas. Elle s'y trouve toujours aujourd'hui dans une vitrine sous une photographie fanée d'un jeune homme à la mâchoire carrée, aux yeux fermes et aux doigts tachés de graisse. La plupart des visiteurs passent sans remarquer, mais certains s'arrêtent. Ils se penchent, lisent la légende, tracent les rayures dans l'acier et à ce moment-là, ils comprennent. Ce n'était pas une histoire sur un héros de guerre avec des médailles et du battage médiatique. C'était une histoire sur un mécanicien tranquille qui a refusé d'accepter le mot impossible. Jack Brigham n'a jamais cherché un héritage, mais il en a laissé un de toute façon. Comment une balle a changé la doctrine ? Jack Brigham ne s'est jamais considéré comme un stratège. Il ne portait pas d'étoiles sur ses épaules et ne s'asseyait pas dans des salles de guerre en traçant des flèches sur des cartes. C'était un caporal, un homme de terrain, un tireur qui se trouvait simplement penser différemment aux outils. Mais parfois l'histoire est poussée, non pas par les planificateurs mais par les praticiens. Dans les mois suivant l'incident du Panzer, l'histoire de Jack s'est propagée tranquillement à travers les canaux de la division de la 4e infanterie, finissant par se retrouver dans les rapports d'après-action et les évaluations de terrain. Bien qu'elle n'ait jamais été répertoriée comme doctrine officielle, les implications étaient difficiles à ignorer. Premièrement, l'armée a réalisé qu'elle avait sous-estimé le potentiel de l'innovation sur le terrain. Jack avait pris des pièces cassées, un microscope endommagé, de l'acier provenant de fragments d'artillerie, du fil de rebut, et les avait transformés en quelque chose de fonctionnel sous le feu. Cela seul était une leçon en matière de débrouillardise. Deuxièmement, il avait identifié un point faible tactique. La plupart de la formation de tireurs d'élite à l'époque mettait l'accent sur les cibles d'infanterie, les officiers, les nids de mitrailleuses, les observateurs avancés. Très peu ont jamais envisagé l'idée qu'un tireur d'élite pourrait influencer la guerre blindée. Jack avait montré que dans des conditions spécifiques, un coup de fusil bien placé pouvait perturber ou même détruire un véhicule si la cible n'était pas l'armure, mais la vulnérabilité derrière elle. En réponse, plusieurs examens d'après-action ont commencé à recommander une formation de tireurs d'élite élargie, y compris l'identification des points faibles sur l'équipement ennemi. Une petite clause a été ajoutée à un manuel de terrain d'après-guerre à la fin des années 1940. Le personnel doit être formé pour identifier et exploiter les éléments de soutien exposés des unités mécanisées lorsque les conditions le permettent. Elle ne mentionnait pas Jack par son nom, mais cette phrase était née de son coup. Troisièmement, le succès de Jack a ravivé les conversations sur la doctrine du tireur d'élite elle-même. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine avait traîné derrière les Soviétiques et les Allemands dans le développement du tireur d'élite. Les Soviétiques avaient déployé plus de 20 000 tireurs d'élite entraînés à la fin de la guerre. Les Allemands étaient craints pour leur précision et leur supériorité optique. En revanche, l'approche américaine était décentralisée, incohérente et fortement dépendante de l'équipement disponible à l'époque. La lunette faite à la main de Jack, aussi rudimentaire qu'elle soit, a forcé les officiers à se poser une question plus profonde. Et si nous donnions aux soldats le pouvoir d'innover en première ligne plutôt que d'attendre des solutions descendantes ? Dans les années 1950, l'armée a commencé à investir plus sérieusement dans la normalisation optique et les programmes de formation de tireurs d'élite. Au moment où le Vietnam est arrivé, les tireurs d'élite n'étaient plus une arrière-pensée, c'était un atout stratégique. Les fusils étaient meilleurs, les optiques étaient plus claires, la doctrine était plus nette. Non, Jack Brigham n'a pas construit tout cela tout seul, mais il avait prouvé quelque chose de vital, que le renseignement de champs de bataille n'était pas seulement une question de collecte d'informations, c'était une question de reconnaître quand le champ de bataille lui-même exigeait une adaptation. Aujourd'hui, dans les programmes de formation militaire modernes, les soldats étudient toujours les points de vulnérabilité sur les véhicules. On leur enseigne à penser de manière critique sous la pression, à identifier des solutions non conventionnelles, et dans certains cas à fabriquer du matériel quand l'approvisionnement fait défaut. Ces leçons ne venaient pas de la théorie, elles venaient d'un homme dans une forêt en France qui a refusé de croire que l'équipement standard était la même chose que la seule option. Un coup, une lunette, une défiance tranquille de la doctrine, et d'elle, une onde de choc qui résonne à travers les générations de tireurs d'élite, d'ingénieurs et de soldats qui en sont venus à comprendre. La précision n'est pas toujours une question d'outils.
Parfois, c'est une question de volonté derrière elle. Dans chaque guerre, il y a des noms gravés dans les monuments, des généraux, des batailles, des victoires, des dates. Mais l'histoire est aussi façonnée dans des moments plus tranquilles. Pas avec du battage médiatique, pas avec des gros titres, mais avec une décision, une solution faite à la main, un acte de défiance que personne n'a vu venir. Jack Brigham n'a jamais élevé la voix, il n'a jamais écrit de livre ni prétendu être un héros. Il n'a pas chassé les médailles et il n'a pas essayé de changer l'armée. Mais son histoire, un homme, un fusil, une lunette improvisée, remettent en question la façon dont nous pensons au courage, à la compétence et à l'innovation sous la pression. Son moment n'est pas venu dans un éclat de gloire. Il est venu dans l'immobilité, dans le contrôle, dans la conviction tranquille qu'il pouvait voir ce que les autres ne pouvaient pas et frapper ce que les autres pensaient impossible. La vérité est que la plupart d'entre nous sommes invités à suivre le manuel, à rester dans les rangs, à attendre l'approbation. Et pourtant, chaque percée dans l'histoire, dans la science, dans la guerre, dans le progrès humain, est venue de quelqu'un qui a décidé « ce n'est pas assez bon, je peux le faire mieux ». La lunette faite à la main de Jack n'était pas seulement une merveille technique, c'était une déclaration. Une déclaration que les idées comptent même si elles semblent ridicules au début. Que la persévérance est souvent raillée jusqu'au moment où elle réussit. Que parfois la seule différence entre un échec et une percée est la volonté d'essayer de toute façon. Pensez au champ de bataille sur lequel il se trouvait. Boue, peur, acier. Un monde où la conformité vous garde en vie. Et dans ce monde, cet homme avec rien d'autre qu'un microscope fissuré et une bague d'acier provenant d'éclats ennemis a changé le cours d'une bataille. Non pas en suivant les ordres, mais en pensant au-delà. Nous vivons à une époque maintenant où la technologie nous entoure, où la précision est conçue, où les outils sont fabriqués en usine, numérique, exact. Et pourtant, l'esprit qui a poussé Jack Brigham est plus pertinent que jamais. Parce que nous faisons toujours face à des défis qui ne peuvent pas être résolus avec une pensée standard. Des problèmes qui exigent que quelqu'un soit prêt à dire « je vais le construire moi-même, je vais le comprendre ». Peut-être que c'est vous, peut-être qu'on vous a dit que votre idée ne fonctionnerait pas, qu'elle semble étrange, que c'est une perte de temps, que personne ne le fait de cette façon. Et peut-être, juste peut-être, c'est exactement pourquoi vous devriez continuer. L'histoire de Jack nous rappelle que l'innovation n'est pas un département, c'est un état d'esprit. Et parfois le plus petit changement entre les mains de quelqu'un de déterminé peut se propager plus loin que quiconque l'imagine. Un homme, une lentille, une balle, et un moment qui nous parle toujours 80 ans plus tard. Et vous, quelle partie de l'histoire de Jack Brigham vous a le plus frappé ? Était-ce les rires auxquels il a fait face, le silence après le coup, l'héritage que personne ne s'attendait à ce qu'il laisse, ou peut-être c'est la question qui vit entre les lignes de sa vie. Qu'auriez-vous construit si vous aviez arrêté d'attendre la permission ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Votre voix compte, votre histoire pourrait être la prochaine qui doit être racontée. Et si cette histoire vous a ému, partagez-la. Parce que quelque part, quelqu'un d'autre tient sa propre version de cette lunette faite à la main, se demandant si c'est suffisant. Peut-être que votre croyance en eux est le coup qu'ils attendaient. Merci de regarder.